Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. Monsieur Jean-Pierre Lecoq, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour cette interview consacrée au rôle de l'homme politique pour Le Crayon. Vous êtes élu municipal depuis de nombreuses années, et notamment maire du 6e arrondissement de Paris depuis 1994. Quel est selon vous le rôle de l'homme politique ? Alors c'est une question difficile, l'homme politique, l'homme ou la femme politique, puisque les femmes maintenant, et notamment les grandes élections, sont à parité avec les hommes. Ils ont un rôle théoriquement de chef, de leader, d'entraîneur. Alors bien évidemment, c'est pas tout à fait la même chose d'être président de la République ou d'être maire d'une commune de 50 habitants. Là, je prends les deux opposés. L'un définit et conduit le pays, l'autre gère une commune petite, mais sans doute, mais aussi importante, qui a une histoire. Et il essaie aussi de rassembler ses citoyens, ses administrés autour d'un projet commun. Et c'est le rôle également du président de la République. La difficulté, et je m'arrêterai là parce que ça mériterait un long développement, un homme politique ou une femme politique doit s'engager pour le bien commun, doit essayer de faire triompher l'intérêt général sur les intérêts particuliers et se doit d'être rassembleur. Ce qui est, dans un pays comme la France, et je ne fais pas allusion à la situation actuelle, toujours difficile. Et quelles seraient les qualités humaines alors justement pour atteindre ce but ? Les qualités humaines, elles peuvent être variées. Je crois que c'est surtout la volonté de s'engager. La volonté de s'engager, la volonté de donner de son temps aux autres, la volonté... mais pour ça, mais pour également être un bon homme politique, un bon leader, un bon chef, il faut connaître bien la France et les Français. Il faut connaître son histoire, il faut connaître sa géographie, il faut connaître les pulsions potentielles de ce peuple compliqué. Ça veut dire qu'il faut sans doute un background philosophique, historique, qu'on n'a pas forcément, mais vous avez aussi des gens qui ne l'ont pas, qui n'ont pas accumulé un savoir, mais qui ont du bon sens, de la sagesse et de l'instinct. Instinct, sagesse, bon sens, eh bien écoutez, c'est un bon cocktail. Une belle combinaison. Et alors, parlons justement de philosophie d'histoire française. Un de nos grands penseurs, Montesquieu, écrivait que tout homme ayant du pouvoir est tenté d'en abuser. Qu'en pensez-vous ? Alors Montesquieu s'exprimait à une époque où, sans doute pas très loin d'ici, au Procope ou dans ses environs, puisque ce qui est en partie le quartier de l'Odéon qui s'étend de la place Saint-Sulpice jusqu'au théâtre éponyme et jusqu'à le boulevard Saint-Michel, c'est le quartier de la Révolution française. Marat, Charlotte Corday, avant l'esprit des lois, l'encyclopédie, donc rédigée par Rousseau, d'Alembert, Montesquieu, au Procope, enfin en partie au Procope, on a beaucoup, c'est le siècle des Lumières également. Oui, Montesquieu s'exprimait en réaction à l'absolutisme de Louis XV. Car vous savez que Louis XV a longtemps, après le long règne de Louis XIV, Louis XV a été tenté, on l'a conseillé, on lui a dit est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer la monarchie française, qui était une monarchie absolutiste, vers un modèle à l'anglaise, par exemple, qui était un modèle beaucoup plus démocratique. Il a été tenté de le faire et finalement il ne l'a pas fait. Et sans doute que à cette époque-là, comme toujours, la Révolution française était déjà en germe dans les années 1750. Donc la réaction de Montesquieu, c'est une réaction face à cette situation-là. Après, ce qu'il dit reste d'actualité. On le voit dans un grand nombre de pays. La démocratie à l'occidentale n'est pas partagée par le plus grand nombre. Mais une autre question, est-ce que la démocratie à l'occidentale est parfaite ? Assurément pas. Et on le voit d'ailleurs. Le gros problème d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut gouverner un pays alors que vous avez 50% des Français au minimum qui s'abstiennent lors des élections ? On parle de la Révolution, parlons du peuple. Un représentant politique doit-il être à l'image du peuple ou doit-il être son plus brillant exemplaire, son plus brillant représentant ? Là, c'est une question, je ne sais pas si vous faites allusion à l'actualité immédiate politique française. Je crois que justement, votre question est
est tout à fait fondée, et je dirais que la réponse, c'est la première. Je pense qu'on peut être très brillant au sens cérébral du terme, au sens de l'accumulation des diplômes, et être un piètre politique. D'ailleurs, je vous avais un peu répondu précédemment. Instinct, sagesse, bon sens. Beaucoup de gens, vous avez des gens actuellement, ce que l'on observe, et d'ailleurs beaucoup de Français le reprochent, c'est qu'on a un gouvernement qui semble en grande partie déconnecter des réalités. Un gouvernement peut-être où vous avez des gens issus des plus brillantes écoles qui ont fait mais qui connaissent pas la France, qui connaissent pas les Français. Ils sont l'image même d'une France technocratique. C'est un peu une nouvelle caste, un peu une nouvelle royauté. D'où effectivement les réactions très fortes. Est-ce que les Gilets jaunes n'étaient pas la reproduction des révoltes paysannes, des serfs de l'Ancien Régime? Donc oui, il faut, à mon avis, davantage de bon sens et connaître les gens plutôt que d'être reconnu par ses diplômes. Est-ce que c'est aussi l'une des raisons, selon vous, de la défiance importante des jeunes envers la chose politique et les représentants politiques? Là, cette défiance, elle s'est installée progressivement, on le voit, hein, la montée de l'abstention, elle date pas d'aujourd'hui, elle date des 30 ou 40 dernières années. Et c'est sûr qu'on n'a pas vraiment réglé la chose. On a d'ailleurs artificiellement, on a essayé de la régler en diminuant l'âge de la participation aux élections. On est passé de 21 à 18 ans, maintenant certains parlent de passer de 18 à 16 ans. Mais je pense que c'est pas la vraie situation. C'est que les jeunes, il n'y a pas d'éducation civique, il n'y a plus d'éducation civique, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas de connaissance des mécanismes électoraux. Et les jeunes qui ont d'ailleurs du bon sens d'une certaine façon se disent pourquoi participer à des élections dans la mesure où elles s'apparentent uniquement à une course pour le pouvoir et un concours entre certains et certaines pour devenir calife à la place du calife. Je crois que c'est ça. C'est redonner du sens à l'action politique, redonner de la force à l'engagement, et je pense qu'on arrivera à ce que progressivement nos plus jeunes concitoyens reviennent vers le bureau de vote. Après, je dirais que est-ce qu'il faut peut-être aussi moderniser les modalités pratiques de l'exercice du vote, sans doute. Il faut faciliter le vote par correspondance, faciliter les procurations, qui sont beaucoup trop compliquées à faire actuellement. Et outre des modalités de vote, est-ce que vous êtes partisan d'un autre type de démocratie, peut-être plus participative, peut-être d'une 6e République? Oui, ça je suis pas vraiment. Je pense que la 5e République, c'est une république très très forte et comme les Français sont par définition un peuple difficile, je pense qu'il faut pas abolir le système actuel. Alors après, on peut continuer à le faire évoluer. Je vous signale qu'il y a eu quand même énormément de modifications de la Constitution. Bon, là, actuellement, tous les gens qui sont à peu près d'accord sur le fait que le quinquennat renouvelable a fait son temps, avec en plus les législatives qui suivent. Donc, on est plutôt maintenant, on serait plutôt sur les constitutionnalistes et ceux qui regardent comment s'exerce le pouvoir, on irait plutôt vers un sextennat ou un septennat non renouvelable. Et je pense que c'est une bonne chose. Qu'il n'y ait pas de course à l'échalote, puisqu'on s'aperçoit que le quinquennat renouvelable, il y a toujours la tentation de se représenter. En plus, le quinquennat, c'est trop court. C'est trop court, puisqu'il faut sans doute quelques mois pour s'installer. Et après, on le voit, là, on est déjà sur la fin de quinquennat. En plus, renforcé par la crise sanitaire. Le gouvernement Castex ne fera rien. Il fait de l'agitation, de la communication. Mais compte tenu de la durée de réalisation d'une loi, de sa mise en pratique, de la sortie des décrets, il n'y a plus rien qui sera fait. Alors l'autre chose sur laquelle il faudra réfléchir, c'est est-ce qu'il faut passer son temps à faire des lois? Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup plus travailler avec des ordonnances, des décrets, des circulaires? Modifier des lois existantes par décret ou circulaire, prendre des grandes lois par ordonnance et qu'on ait une action publique beaucoup plus efficace. C'est d'ailleurs un dernier élément. Si aussi vous avez des gens qui participent pas autant aux élections, c'est parce que certains sont persuadés que l'action publique n'est plus efficace.
l'action publique française, et que ça se décide à Bruxelles, les décisions qui impactent leur vie quotidienne à Bruxelles, ou via la mondialisation beaucoup plus loin. Pourtant, la politique, ce n'est pas que à une échelle européenne ou même gouvernementale française, c'est aussi beaucoup, et même presque surtout, une affaire locale. Vous qui êtes un élu municipal, quel est votre rapport, quelle est la spécificité, la particularité du mandat local et quel est le rapport entre le mandat local et des pouvoirs publics nationaux? Alors, rapidement sur ce dossier, sur cette question, alors déjà, il faut savoir qu'à Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ne sont pas des maires de plein exercice. Donc nous sommes dans une situation particulière, paradoxale vis-à-vis de la mairie de Paris. À Lyon, les maires d'arrondissement le sont par rapport à Marseille et Lyon, etc., etc. Donc, je n'ai pas de personnalité morale, ce qui est étonnant. Je n'ai pas la capacité d'ester en justice, ce qu'a le maire de la plus petite commune de France. Hein. Donc, ensuite, la relation avec les pouvoirs publics, c'est des relations fortes, mais nous restons dans un État très centralisé, très vertical, où les représentants de l'État, les préfets, ont de nombreux pouvoirs. Les maires sont là, si vous voulez, ce sont des relais indispensables. La République et l'État français, on l'a vu actuellement, tient par les maires. Mais les maires obéissent et sont dans beaucoup de leurs domaines de compétences, ce sont des domaines de compétences partagés. Je vous donne un exemple, par exemple, un maire, une commune construit une école maternelle, une école élémentaire, mais c'est le recteur, avec son échelon local, l'inspecteur départemental de l'éducation nationale, qui nomme les professeurs, qui les nomme ou les nomme pas, qui décide de fermer une école s'il n'y a plus d'effectifs ou d'accroître une classe. Donc, il y a une imbrication très forte entre l'échelon local et la déclinaison locale du gouvernement, de l'État, des différents ministères. Très bien, merci. Sur un autre sujet, j'aimerais parler un petit peu des réseaux sociaux. Est-ce que, selon vous, les réseaux sociaux sont une aubaine ou un fléau pour la politique? C'est une évolution des choses. Hein. Les réseaux sociaux, le pire peut côtoyer le meilleur. C'est le plus grand réseau d'égout du monde, les réseaux sociaux, dans lequel vous mettez quelque chose, une pastille un peu purulente, une fake news, et la fake news peut embraser la toile. Et vous pouvez vous retrouver dans une situation difficile pendant un certain temps. Alors après, on peut subir effectivement le harcèlement sur les réseaux sociaux, et ça peut conduire dans un certain nombre de cas pour des personnes fatiguées moralement ou même physiquement à ce qu'ils démissionnent. Effectivement, les réseaux sociaux peuvent être un autre moyen d'abattre un homme ou une femme politique. Et alors, on parle de harcèlement, on parle de s'exprimer de pastilles purulentes. Quel est votre rapport à la liberté d'expression? Quid d'un Tariq Ramadan, d'un Éric Zemmour sur les réseaux sociaux, mais de manière plus générale? Plus généralement, je pense que justement, il faut... La démocratie, c'est, je dirais, la démocratie qui existe dans un pays européen, aux États-Unis, etc. C'est justement de laisser à toutes les opinions le soin de s'exprimer. Après, il y a quelques verrous que vous connaissez, mais il faut que toutes les opinions s'expriment. Il faut beaucoup mieux que le débat ait lieu, et justement, le débat ait lieu sur les chaînes de télévision, dans les radios, plutôt que ce soit un débat étouffé et que ça se traduise par des réactions excessivement dures. Mais après, nous sommes devenus un village planétaire, et vous pouvez, en France, susciter des réactions dans d'autres pays qui peuvent être gravissimes. C'est c'est tout le débat autour de Charlie Hebdo. Est-ce que la démocratie, la liberté de tout dire et la liberté de tout écrire que symbolise Charlie Hebdo est-elle comprise par tout le monde? Elle est acceptée par les Français qui sont des démocrates dans leur très grande majorité. Elle peut susciter dans d'autres pays des réactions très violentes dont on a vu malheureusement les conséquences. Oui, comme au Pakistan, je crois, par exemple, il y a eu des manifestations où certains ont brûlé le drapeau français et même le ministre des Affaires étrangères, je crois, s'est indigné de la republication des caricatures du prophète. Sur un autre ton, et pour aller plutôt vers la fin, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaiterait faire de la politique s'engager?
Alors la première chose, c'est d'avoir une activité professionnelle parallèle. Je pense que la politique ne peut pas être un métier. Elle l'a été pour certains de mes camarades que je connais, je citerai pas le nom. Ça l'était encore davantage il y a une vingtaine d'années, mais maintenant, si vous voulez, les flux et les reflux des majorités, le fait que les élections ne soient jamais gagnées ou perdues d'avance, c'était le cas avant, mais ça l'est encore plus davantage aujourd'hui, fait que la politique, à mon sens, ne peut pas être un métier. Ça peut être une passion, ça peut être un engagement, ça peut être une volonté de se réaliser, je le pense tout à fait, et il faut bien évidemment pour cela avoir une passion pour la France, et puis également la passion de s'engager pour les autres. J'y ajouterai une certaine humilité aussi, puisque c'est pas facile tous les jours et ça demande de la constance. Si on veut s'engager vraiment, et moi je pense qu'un mandat, on peut pas zapper, un mandat de maire c'est 6 ans, quand on se fait élire c'est a priori pour l'exercer. Mais je pense que malheureusement, compte tenu de l'évolution des choses, on verra de plus en plus dans les prochaines années des personnes qui abandonnent leur mandat en cours. Et aussi, si on continue comme sur la pente qui est là, on aura du mal dans un certain nombre de communes, et on l'a déjà vu lors de ce renouvellement, à trouver des candidats maires. Et j'achèverai mon propos en vous disant que j'ai été très choqué de l'attitude des pouvoirs publics et d'ailleurs de l'attitude du discours d'Édouard Philippe. Donc il est de bon ton de dire actuellement que c'est un génie, mais tout dépend par rapport à qui on se compare. Il a, par son discours du samedi soir précédant le premier tour, porté un coup énorme à la légitimité des maires, puisqu'il a conduit énormément de Françaises et de Français à pas se rendre aux urnes, et donc à diminuer de façon massive la participation au scrutin. C'était d'autant plus paradoxal qu'il était lui-même candidat à une élection municipale au Havre. Voilà. Donc, mais bon. Alors ceci dit, c'est une faute très grave, qu'on pourra peut-être lui pardonner, mais ça a eu comme conséquence d'affaiblir les maires, et d'ailleurs d'amener à un débat, fallait-il que le second tour se déroule 3 mois après, qui apparaissait quasiment comme une seconde élection, ou fallait-il rejouer les 2 tours des municipales? Et là on verra dans le contexte de crise sanitaire, est-ce que les élections régionales et départementales doivent être maintenues au mois de mars, ou doivent-elles être reportées? Moi, je pense qu'elles peuvent être maintenues, mais il faut, dans ce cas-là, que le gouvernement ne change pas d'avis chaque semaine, comme il a tendance à le faire actuellement dans la gestion de la crise sanitaire. Et maintenant, la dernière question, la question signature du crayon. Que signifie pour vous la phrase « trace tes contours » ? Trace tes contours. Ah là, vous voyez, j'étais assez prolixe, là, j'ai tendance un peu à sécher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça pourrait dire se décrire pour mieux se faire connaître par ceux et celles qui vont voter pour vous? Peut-être, oui. Alors, trace tes contours, c'est pas se livrer totalement, forcément. C'est peut-être se livrer et donner l'envie d'avoir envie, comme dirait Jenny. C'est en quelque sorte, trace tes contours. Le problème, vous le savez, c'est si on demande aux gens de se décrire, ils ont tendance à décrire davantage leurs qualités que leurs défauts. Mais je pense que il faut, encore une fois, quand on veut faire de la politique au sens noble du terme, il faut s'engager. Pour s'engager, il faut se connaître. Et pour que les gens vous connaissent, il faut effectivement se décrire. Très bien. Merci monsieur. Merci. C'était une très belle interview. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Crayon, à liker cette vidéo et puis à la partager autour de vous, à nous dire ce que vous en pensez. Merci, à bientôt. Yo, c'est Jules, merci à toi d'avoir regardé cette 5e épisode de notre série sur le rôle de l'homme politique. Ce que j'essaye d'y faire, c'est d'interroger des élus, des représentants sur leur rôle, sur leur rapport au pouvoir, au peuple, aux médias. J'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode devrait être avec un élu de gauche, donc restez connectés, suivez ça et abonnez-vous.